Ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1. La fin des distances métriques conduit au temps zéro. Qu'est-ce que le temps zéro aujourd'hui? Comment pouvons-nous l'aborder? De quel angle pouvons-nous l'aborder? C'est-à-dire que jadis, depuis une éternité jusque... dans les années 1950 à peu près, quoique. On avait le temps de prendre le temps. Non, mais surtout, on parlait en temps. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Ardèche, par exemple, fin fond des gorges de l'Ardèche et tout, et vous demandez à quelqu'un votre route, on est à combien de kilomètres de Aubenas, par exemple? 3 jours. Et le mec, il te regarde, il te regarde, il te dit, combien de kilomètres? Vous êtes un touriste, vous. Et on est à, une demi-heure, 2 jours, on est à... il te parle en temps. La distance ne s'exprimait qu'en temps. Elle ne s'exprime pas du tout ne s'exprimait pas en kilomètres. Bon, ça c'est déjà la première chose. Et puis au fur et à mesure, il y a eu les révolutions technologiques, les révolutions industrielles, qui ont changé complètement la donne au niveau des transports. Transport des hommes, transport des marchandises, et puis évidemment le transport des idées, enfin c'est les 3 clés, des exemples à profusion. Le rail, c'est vrai que le chemin de fer, ça a permis aux Bretons de mourir de cirrhose du foie, de pinard. Avant ils étaient que au cidre et au calva. Et puis les Bretons, tout d'un coup, ils ont goûté le vin grâce au train. Bon, quand même, ils consommaient entre 6 et 11 litres de vin par jour et par personne. Et le Breton est quelqu'un de motivé. Et puis c'était un travailleur de force. Ça a permis la circulation de quantité de choses, le rail. Et puis les navires en acier. Avant, ils étaient en bois. Après, en acier, avec les moteurs. Et du coup, traverser l'Atlantique, qui était une expédition extraordinaire, devenait un voyage. Et puis il y a eu les avions. Évidemment, Mermoz, en 1900, je sais plus si c'est 31 ou 32, il a raté son coup, et puis il s'est coulé au milieu de l'Atlantique. Traverser l'Atlantique à l'époque de Mermoz, c'est-à-dire le début des années 1930, c'est une expédition. On est arrivé à un point, à un moment, avec le Concorde, qui avait fortement inquiété les Américains, il fallait moins de 3 heures pour faire un Paris-New York. Moins de 3 heures. On parlait en heures, on parlait plus en kilomètres, ou en lieues, ou en je ne sais quoi. Et puis alors, les fusées. Une fusée qui fait le tour de la Terre en si peu de temps que... Une fusée qui, pour aller de la Terre à la Lune, met un temps dérisoire. Une fusée qui, pour aller de la Terre à Mars, mettrait 18 mois. Mais là, on est en dizaines de millions de kilomètres et plus. 18 mois, c'était le temps qu'il fallait pour faire la moitié d'un tour du monde au moment de la Révolution française. Et puis après, il y a eu le télégraphe. Toc, 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 toc. Alors là, ça va très vite. Le téléphone, encore plus vite, parce que le télégraphe, t'envoyais un espèce de code à un mec, il fallait que le mec il te réponde. Et puis le téléphone. Bon, il y a le 22 à Asnières de Fernand Reynaud, où au début, c'était pas forcément évident que d'avoir le correspondant qu'on voulait avoir. Puis il y a eu la radio. Et puis il y a eu la télé. Et la télé, dans les années 50, début des années 60, souvent c'était en direct. Des reportages en direct. Et donc là, tu voyais, en fait, il y avait comme un léger différé, mais presque. Et puis alors, Internet. Et en 92, c'est Clinton, ou du moins ses conseillers, qui ont eu l'expression, je trouve qu'elle est jolie, les autoroutes de l'information. Internet. C'est-à-dire le web. Donc les communications vont plus vite, le temps sera raccourci. Le temps, il est tellement raccourci que il devient de zéro, quoi. Okay. Alors, reprenons sur le domaine purement politique. Au début, 1848. Mars 1848, le suffrage devient universel. Ouais, universel. Que les hommes français de plus de 23 ans, etc. Enfin bon, pas tout à fait universel, mais mettons. Non. Il avait été censitaire avant,
Alors c'est vrai que c'était mieux censitaire Oui. que censitaire, c'est-à-dire que pour avoir le droit de voter, il fallait payer le cens du latin, c'est-à-dire l'impôt. Voilà, c'est ça. Après tout, c'était pas idiot. L'impôt qui vient de... Qui se rapproche en tout cas, oui, qui vient de imposteur. Oui, oui, ouais. Oh, ça, C'est pas mal. oui. Alors, oui, non mais l'impôt, le sens, au sens romain du terme, c'est pour faire vivre, c'est tu, individu, contribue à la vie de la communauté. C'est pas idiot. Qu'il y ait de l'éclairage en ville, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des routes, qu'il y ait, etc. C'est pas complètement idiot. Il faut bien y participer. À partir du moment où tu y participes, que tu payes l'impôt, que tu aies le droit de dire comment tu voudrais qu'on le dépense, c'est cohérent. Donc au début que le vote soit censitaire, c'est-à-dire que ce sont ceux qui payent l'impôt qui ont le droit de vote, c'est pas idiot. Or, avec les impôts indirects, on a fait que tout le monde paye l'impôt, même le SDF. Donc du coup, on peut donner le droit de vote à tout le monde. Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, en 1848, premières élections qui ont lieu en 1848, notamment la première élection présidentielle qui donnera le résultat vainqueur, Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III, plus tard, en 1852. Combien fallait-il de temps pour aller voter en 1848 ? Un jour. Ok. On partait le matin du village, On voyage. mené par le maire, et l'orchestre municipal, la fanfare, avec la trompette et tout. Et donc du bourg, du village, du hameau, on allait au chef-lieu de canton. Ok. Là, on votait, puis on revenait. Ça prenait toute la journée. Alors, puis ça s'est amélioré. Et puis après, au lieu de voter dans le chef-lieu de canton, on a voté dans la commune. Puis dans la commune, on a voté dans les écoles. Or, vu qu'il y avait autant d'écoles qu'il y avait de paroisses, enfin bref, on votait dans chaque quartier. Donc du coup, ça prenait combien de temps ? Allez, 1 heure. Le temps d'y aller, machin. Ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, aller voter, allez, j'arrondis. S'il fallait un jour en 1848, depuis 1910 à peu près, il faut 1 heure. Et encore aujourd'hui, il faut à peu près ça. Or, et Palavas les Flots, a été parmi les premières communes de France à l'expérimenter au début des années 2000. Le vote électronique. Au lieu de se déplacer pour aller voter, de voter par Internet. Hop, de façon aléatoire. Ça a plus ou moins bien fonctionné, mais c'était peut-être trop tôt. C'est un peu comme certaines réformes, quand elles viennent trop tôt, elles ne sont pas bonnes à faire. Si elles viennent trop tard, non plus. Toujours est-il que les choses sont claires. Un jour, 1 heure, 30 secondes. Allez, 1 minute, soyons fous. 1 minute pour voter. Bref, on tend vers le temps zéro. Et il n'y a plus aucune difficulté par rapport à ça. Alors, pourquoi on ne pourrait pas imaginer une démocratie où l'État, qu'il soit républicain, qu'il soit je ne sais quoi, peu importe, donnerait cadeau comme outil à chaque individu l'outil qui lui permettrait de voter. C'est-à-dire un ordinateur. Qu'est-ce que je dis un ordinateur ? Un téléphone. Un téléphone. Bon, on y est pratiquement à ça, parce qu'aujourd'hui, un téléphone, il y a 2 versions. Celui qui n'a pas de forfait bloqué, machin, etc., il achète son téléphone 300, 400 balles, 500 balles. Et puis sinon, celui qui accepte un forfait bloqué, il achète son téléphone 1 euro. Donc on en est pratiquement au téléphone cadeau. Aujourd'hui, une voiture, c'est pratiquement cadeau. L'achat d'une voiture, ça ne coûte rien. Ce qui coûte, c'est tout le reste. Tout le reste qui va derrière. Bon, donc un téléphone qui serait donné, offert par l'État, ça n'a rien d'incohérent. Et ça permettrait, en plus, il y a l'État qui dit, il va falloir que vous, tous les impôts, la sécu, les retraites, je ne sais quoi, que vous passiez par ordinateur. Oh, l'État, il pourrait peut-être payer. Payer avec quoi ? On paye les impôts. Ça pourrait peut-être servir aussi à ça. Oui, mais argument. Le net, c'est pas complètement sécurisé, ça pourrait être pipoté, etc. Ça pourrait poser problème. Effectivement, là, il faut sécuriser plus. Mais enfin, regardez, le recensement fait par l'INSEE en ce moment, en France, 2019, janvier-février 2019, il est fait obligatoirement par le net. Je l'ai rempli, que si je le faisais pas, d'ailleurs, j'étais menacé d'une amende de 38 €, donc je passe par le net. Oh, et
L'État me dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, au niveau sécurité, c'est archi-sécurisé, etc. Bon, je l'ai fait. Qu'est-ce qui me prouve que c'est archi-sécurisé? Bon, quoi qu'il en soit, quand on vote normalement, les résultats des votes du bureau de vote vont à la commune, qui vont à la préfecture, qui vont au ministère de l'Intérieur, qui publie les résultats. Il peut y avoir aussi 12 000 trafics là-dessus. Bon, bref. Il faut normer Internet, normer, légiférer, dire le droit. C'est quoi l'intérêt? Déjà, l'intérêt numéro 1, faire des économies d'échelle. Ça coûterait beaucoup moins cher de faire comme ça qu'autrement. Macron, qui veut faire le RIC, il veut faire un référendum, là, peut-être bientôt, ça va coûter quelques millions d'euros. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, ces millions d'euros, de les mettre ailleurs? Ça, c'est à voir. Toujours est-il que, en dehors du temps zéro, et pour revenir à la politique stricto sensus, et à l'histoire de la politique, est-ce que l'intelligence du nombre n'est pas la solution numéro 1 qui s'ouvre devant nous? Ce sera l'objet de notre prochaine séquence.